Allez, on va baisser ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode du MLR Show. On est là, on est prêt, on aime la MLR évidemment, vous aussi, puisque vous êtes toujours plus nombreux à être avec nous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'il n'y a pas de souci de son. Normalement on est ok. Salut à tous ceux qui sont dans le chat, à Maclims, à Anto, à Spider JDS. Pamiche est déjà là. On aime toujours les chacos, c'est comment? On adore les chacos bien évidemment. Maclims, ça commence avec une pub du Rex. Je pense que c'est ciblé, comme vient de te le dire Pierre Amiche. Et justement, comme quand on parle du loup, il n'est jamais très très loin. Pierre Amiche est là aujourd'hui, le voilà, il est dans la... Il est pas au bureau aujourd'hui. Comment ça va Pierre Amiche? Ça va super bien, Rémi Dos Santos. Ça va bien, surtout que je suis pas au bureau, mais parce que je suis en déplacement. Donc je fais ce live en direct depuis la gare de Lyon. Ah, quel plaisir. Ce petit brouhaha derrière, c'est normal, hein. C'est que je suis dans un bar en fait. Donc voilà, c'est cool. C'est très très cool. Et à côté de toi, à ta droite, donc si tu tournes la tête, normalement tu la verras, c'est bien une nouvelle tête dans cette équipe des Outsiders Rugby, Gwen Cheminant, qui, vous allez le voir, vous allez savoir, c'est elle qui a déjà bossé sur l'émission, puisque c'est grâce à elle qu'il y a tout cet habillage. Voilà, donc si c'est moche, c'est à elle qu'il faut s'en prendre, pas à moi. Mais non, c'est très réussi évidemment. Pierre, on est d'accord, la meilleure joueuse de rugby de tout le groupe rugby des Outsiders, puisque joueuse en Elite 2 au Valkyrie en Normandie. Entre autres, Gwen, si je comprends bien. Je crois que je l'ai prise de Hello, oui, c'est bien ça du coup. Oui, un peu. Alors, oui, du coup, je suis bien actuellement joueuse de rugby en Elite 2. Par contre, pour cette année, j'étais en double licence avec une équipe en Île-de-France qui est Chili Mazarin, qui évolue en Fédéral 1.
Et du coup, voilà, pareil, si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que je suis encore un peu dans les transports. Désolée. Ouais, tout le monde est un peu, tout le monde un peu partout, disséminé dans cette émission, mais c'est pas grave, ça va bien se passer quand même. Pamiche qui nous dit C'est des exactement. destinations de rêve. Comment? Et que des destinations de rêve, à Los Angeles, Las Vegas, Chili Mazarin, la gare de Lyon. C'est que des endroits, tu sais, vraiment, on nous envie, quoi. On sent vraiment les Américains, Ah bah, Miami, Los Angeles. Non, en fait, non. Chili Mazarin, Ah oui, la gare de Lyon, bien sûr. évidemment. Allez, on va passer très rapidement sur le programme qui nous attend aujourd'hui. Première des 4 dernières journées de cette saison régulière de MLR. Elle est très importante parce que c'est la première fois à nouveau que toutes les équipes vont jouer. Donc jusqu'à la fin de la saison, on aura 6 matchs. Donc un gros programme aujourd'hui. Houston, Los Angeles, San Diego, Anthem, Miami, Nola, Dallas, Chicago, Seattle, Utah, Old Glory, New England. Donc 6 matchs, pardon, 16, il faut apprendre à compter, Rémi. 6 matchs au programme. Évidemment, la course au playoff qui va se poursuivre, qui va certainement se terminer aussi pour certaines équipes. On avait dit la semaine dernière que le Dallas-Chicago était particulièrement intéressant. Le Seattle-Utah, ils sont passés pas mal de choses, notamment dans un des 2 matchs, évidemment. J'en dis pas plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des très très gros matchs. Je vous le dis tout de suite, très important. Surprise aujourd'hui. Surprise. Beaucoup de choses qui arrivent. Ne fais pas l'étonner, Pierre Amiche, tu sais. Je connais une partie des surprises, mais pas toutes. Exactement. Il y en a plusieurs. Il y en a une première, c'est grâce à toi. La deuxième, t'as rien à voir là-dedans. Exactement. Si, un petit peu, parce que c'est aussi grâce à ton travail que ça se passe bien. Bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat. Il y a Eva TRHD qui nous met Let's Go Gwen. Pas si c'est pote ou coéquipière, mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. N'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment, dans le chat, à réagir à ce que vous voyez, etc. On va changer un petit peu le... Ah, petit teaser sur Twitter, Pierre Amiche, non? Alors a priori t'as teasé, est-ce que t'aurais teasé la petite surprise ou pas? Une des deux, oui. D'accord. Ah oui, j'ai fait. J'ai pas vu, Pardon. j'ai pas regardé. Non mais y a pas de Pardon. problème. J'ai trahi tout le truc. Et J'allais oui, faire des tours de table. Barack Obama dans les Outsiders TV, évidemment. Cette émission a déjà plus de sens. On va changer un petit peu le conducteur très rapidement. On devait commencer par San Diego Anthem. Gwen n'est pas encore totalement rentré. On va la laisser tranquille pour l'instant. On va commencer avec le premier match, le deuxième match du coup. Ce petit Houston, Los Angeles. Mais avant d'aller vers ce match, il y a un des joueurs de Houston, des Sabercats, des chats-sabres, mon cher Pierre, qui a parlé durant la semaine au site de la MLR. Alors, je vous ai sorti une petite déclat de Nathan Den Hutt, qui est donc australien comme son nom ne l'indique pas. Pour un joueur de Houston, c'est important à signaler. Le Sabercaps, je l'ai appelé. Je suis très fier de cette petite trouvaille. Excellent. Qui nous dit: remporter le titre voudrait dire beaucoup pour les propriétaires, les gens qui ont connu les années de galère. Cela signifierait énormément pour les entraîneurs, donc notamment Heineke Meyer, arrivé il y a 3 ans, qui ont tant donné pour ce groupe de joueurs. Ça serait très spécial. C'est vrai que Pierre, Houston marche sur cette MLR 2024, mais il y a 3 ans en arrière, il faisait 2-14 en bilan. Ouais, il faut comprendre que Houston, c'est une franchise qui s'est vraiment donné les moyens de réussir. C'est une des rares franchises qui a construit son propre stade à coups de millions, c'est vrai, mais qui a fait un investissement et qui essaye de faire vivre son stade. C'est un stade entièrement dédié au rugby, ce qui est assez rare en MLR. Ils ont pu s'appuyer évidemment sur Heineke Meyer, mais pas seulement. Ils ont une forte diaspora sud-africaine. Et tout ça, que ce soit le stade, les conditions d'entraînement qui sont vraiment bonnes, l'identité Houston, où ils ont travaillé autour de l'image et de ce qui pouvait tirer vraiment de la ville de Houston, et des moyens financiers qui sont peut-être un peu plus importants et confortables que d'autres franchises. En 3 ans, ils ont tout cassé. Aujourd'hui, c'est largement les favoris. Clairement, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut ne pas les mettre en finale de conf et même favoris pour le titre. Et puis, ce qu'il faut dire aussi sur Houston, c'est qu'ils s'appuient sur un jeu ultra physique, très sud-africain finalement. Et ils ont écrasé la tronche de tous ceux qui se sont mis sur leur chemin jusqu'à là. Bon, c'est probablement lié aux conditions de travail qui sont plus favorables à Houston que dans d'autres franchises.
c'est devenu un modèle pour les autres équipes et pour en avoir parlé avec une des surprises justement qu'on va pouvoir dévoiler dans cette émission. Houston fait figure de favori, mais surtout de cap. Voilà, c'est l'équipe qu'il faut copier aujourd'hui. Et justement, on va aller vers les premières images de ce match Houston-Los Angeles. Sur le papier, c'est un petit peu déséquilibré. Et vous allez voir, bien que cette équipe de LA, elle va surprendre dès les premières minutes avec cette pénalité jouée très rapidement par son numéro 10, en l'occurrence Emery, qui trouve Kunatani. Le petit offload magnifique pour Andruko qui conclut en coin. Et puis après, bien, Houston va faire du Houston, à savoir complètement, tu l'as dit, marcher sur la tronche de son adversaire. Regardez cette mêlée, ça pousse fort, ça part dans tous les sens, les joueurs de LA se désintègrent littéralement face à la puissance du pack des chats-sabres, ça tombe. Et cette pénalité, donc 12-7 puisqu'il y a eu un autre essai. Et en plus on va commencer à faire des cadeaux. Passe de n'importe comment, manchette de Stokes pour essayer de rattraper ce qu'il faut, mais c'est raté. Et puis on va voir Davy Kutzer qui va récupérer ce ballon et marquer le 3e essai de Houston. LA va quand même rester à peu près au contact, va rester longtemps à 7 points, puis va écoper d'un carton jaune à la 50e. Alors au MLR on est à 14 pendant 10 minutes, mais ensuite le joueur qui a pris rouge ne peut pas revenir, hein, évidemment c'est la particularité du nouveau carton rouge. Ça va pas empêcher Houston de continuer d'avancer. Nouvel essai de pénalité en toute fin de match qui offre le point de bonus offensif. Et à la fin même Los Angeles va reprendre encore un carton jaune. Donc ça a été un match clairement à sens unique. 29-12. Pierre, c'est pas un grand Houston, mais encore une fois ça fait 5 points. Oui, puis encore une fois, ils ont l'occasion de faire tourner. Il y avait pas mal de changements. Ils s'appuient sur les mêmes forces que d'habitude, un pack énorme. Euh, Ils ont 2 talonneurs qui sont vraiment très, très forts. Ça veut dire que leurs rampes de lancement, touche mêlée sont fluides, sont clairs. J'aimerais quand même souligner le fait que LA fait une bonne fin de saison malgré les résultats. C'est un peu comme Miami. En fait, il y a un décalage entre ce qu'ils produisent et ce qu'ils font en termes de résultats qui va se combler quand même un peu avec les années parce que la MLR est une ligue fermée. Donc forcément, ça n'a pas beaucoup de conséquences comme pour LA, pour Anthem ou pour Miami. Même s'ils font 18 matchs, 18 défaites, c'est pas grave en fait. Ils ne descendront pas à l'étage inférieur. Donc, ça permet à des joueurs de s'imposer de mieux en mieux, en tout cas du côté de LA. Et puis, Los Angeles, j'insiste sur Los Angeles parce qu'on a beaucoup parlé de Houston les semaines précédentes. Mais il y a un joueur qui est énorme, c'est Kunatani. Il est leader en termes de offload, de passe après contact, comme on dit en français, de duel gagné. C'est vraiment un monstre. Et voilà, cette équipe de LA, on en a discuté avec Monsieur Abadi, qui est dans l'équipe des outsiders. Tout à fait. Moi, je vous dis, LA ne finira pas dernier de sa conf et peut même espérer une qualif sur un malentendu total. Mais bon, ce serait miraculeux. Pour répondre à ta question, Houston, ils sont trop forts. Ils ont fait du Houston. Ils sont au-dessus et en plus, ils font tourner. C'est ça le pire, c'est qu'ils font tourner et malgré tout c'est toujours aussi fort. Gwen, je sais que t'es un petit peu là, mais pas totalement, mais je te pose la question parce qu'en plus toi tu joues au rugby de haut niveau. On en a souvent parlé, la faiblesse de Houston c'est cette endurance, un groupe qui est très lourd et du coup ça peut un petit peu baisser le rythme à peu près vers l'heure de jeu, mais c'est un jeu qui s'appuie sur la conquête, très grosse mêlée, très grosse touche, et sur des matchs fermés, en tout cas des matchs plus fermés comme on aura à partir des phases finales, ça peut marcher sur tout le monde encore jusqu'à la fin jusqu'au titre en fait. Alors, même s'il y a des problèmes d'endurance et autres, oui, ça pourra marcher. Après, ça dépendra aussi de l'équipe qui ils vont jouer. Si ça joue pareil, quand même assez fort devant, en mêlée, et que ça va vraiment plutôt faire des phases comme des rucks ou autres, ça va être plutôt problématique vu que les avants, ils vont avoir plus tendance à se fatiguer plus rapidement. Et il faut voir aussi si, pareil, chez les trois quarts, ça arrive à suivre. Mais sincèrement, c'est totalement faisable. Du coup, j'ai envie de dire, mon Pamiche, c'est peut-être Nola Gold, l'équipe qui peut le plus embêter Houston. Nola Gold, ouais, sur le papier, Nola Gold. Et puis, je pense quand même que New England aussi aura les moyens de les escalader. Je pense après que c'est les 2 seules équipes. Parce que le rugby, c'est
c'est très simple. Il faut gagner des duels, il faut avancer, il faut être fort devant. Si devant, tu te fais défoncer, tu n'as pas de ballon, ça sert à rien, tu rentres chez toi. À ce petit jeu-là, ouais, Houston a un temps d'avance, mais ouais, pour moi, il y a 3 équipes qui peuvent être championnes cette année. C'est New England, et Nola Gold, et c'est Houston qui est favori. C'est noté. Et alors pourquoi je parle de Nola Gold, évidemment, bien c'est pour justement évoquer cette transition, la magie de la télé, la magie de Twitch, la magie des journalistes de sport. C'est 15 ans d'expérience, hein, évidemment. Hein. Un document exceptionnel, une interview, un entretien exclusif, Made in les Outsiders TV, Made in Pierre Amiche qui a rencontré Nicolas Godignon. Alors en visio, tu n'es pas allé à Nouvelle-Orléans, malheureusement. Non. Et en plus, Nouvelle-Orléans, ça aurait été cool, mais en plus, il était à Miami, ça m'aurait arrangé parce que c'est un peu moins loin. Mais non, j'ai pas fait le déplacement. C'est la magie des internets. La magie des internets, je n'aurais pas mieux dit. Ça restera dans le best-of de cette émission, c'est évident. Nicolas Godignon qui a fait le grand saut depuis cette année, qui est au coaching de la Nouvelle-Orléans, coach adjoint évidemment. J'ai plus du tout le nom de l'entraîneur principal, c'est un Néo-Zélandais, j'ai plus du tout son nom. Mais Nicolas Godignon qui fait un gros travail du côté de Nola Gold et qui eh bien, est en train d'imposer sa patte petit à petit, qui t'a donc accordé cet entretien pendant plus d'une demi-heure. Vous le retrouvez évidemment sur la page YouTube des Outsiders dans son intégralité, mais déjà on a envie de vous en montrer un petit extrait. Il y en aura un deuxième un peu plus tard, parce qu'il y a plein de surprises dans cette émission, je l'ai dit. On va écouter Nicolas Godignon qui t'a répondu sur la question de l'engouement autour de la MLR, évidemment aux États-Unis, parce que c'est en train de grimper de plus en plus. Je vous propose de l'écouter. En fait, c'est une alternative d'entertainment, comme ils disent, tu vois, de loisirs et d'événements loisirs, quoi. Il y a un vrai engouement aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. La plus belle affiche qu'on ait fait, c'est 5000. On tourne en moyenne aux alentours de 3000, 3500. Alors, on est très loin du foot US ou avec les Saints qui vont tourner à pratiquement 80 000 à chaque fois, mais en tout cas, il y a vraiment un intérêt, et puis un intérêt aussi pour les investisseurs. Hein. Et donc aujourd'hui, les gens disent, bah ouais, si j'ai 1 million à mettre dans quelque chose, il vaut mieux que je le mette peut-être dans le rugby où je vais avoir une vraie reconnaissance et une vraie image que de le noyer dans le budget des Saints qui doit avoisiner aujourd'hui les 590 millions d'euros ou de dollars. Donc voilà, il y a aussi cet engouement-là. Et puis la Coupe du Monde en 2031, je veux dire, c'est un saut de puce bientôt. Donc quand tu passes à ça, 2033 les féminines, il y a un vrai objectif important pour le développement de la MLR. Et voilà, c'est aussi ça qui est attirant, quoi. Et oui, parce qu'on parle évidemment de la MLR, on parle de son niveau, mais il y a un projet qui est plus global. Pierre et Gwen, c'est la Coupe du Monde de rugby à 15, 2031 chez les mecs, 2033 chez les filles. Ça part de là aussi, ce championnat est aussi préparatoire à cette Coupe du Monde où les Eagles doivent briller, Pierre. Oui, mais clairement, en ayant remporté l'organisation des 2 Coupes du Monde, ils se sont mis un objectif hyper élevé parce qu'aujourd'hui, les États-Unis n'existent qu'à travers leurs équipes de rugby à 7. À 15, c'est beaucoup plus laborieux. D'ailleurs, les qualifications sont de plus en plus difficiles parce qu'ils se retrouvent à devoir souvent jouer des tournois à la vie et à la mort contre des équipes comme le Chili, comme l'Uruguay, comme la Namibie. C'est ça le niveau des États-Unis aujourd'hui. Ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même des investisseurs, il y a quand même un vrai intérêt, au moins pour les joueurs du continent, soit américains globalement, Amérique du Sud, Amérique du Nord, pour venir jouer là. Et puis, il y a quand même ce rêve américain un peu vendeur, un peu sexy, qu'il faut pouvoir faire vivre. Et ça, c'est intéressant pour certaines franchises. Je pense à Miami. Miami, aujourd'hui, il propose une franchise avec une identité sud-américaine hyper développée. Il y a des Chiliens, il y a des Argentins, il y a des Uruguayens. Et ce côté diaspora, identité, tout ça, hyper vendeur. Et pour finir sur cette question-là, Nicolas Godignon, il n'est pas parti par hasard aux États-Unis. Il y a un projet de vie, il y a l'envie de découvrir ailleurs, mais il y a aussi le fait que au niveau rugbystique, c'est pas n'importe quoi. Il y a des grands joueurs, il y a des grands noms, et il y a des bonnes équipes. D'ailleurs, je lui ai posé la question, il estime qu'aujourd'hui, la MLR, le niveau, c'est petite Pro D2, grosse fédérale 1 en gros.
Ça, c'est important. La magie des internets numéro 2, c'est que Gwen est arrivée avec nous. Ça y est, elle peut enfin euh, être là, être présente avec nous. Alors, ça a un petit peu bougé toute mon histoire parce que sa fenêtre s'est mise à ton nom et du coup inversement. Alors, tout d'un coup. Ça me dérange pas. Non, bah, c'est pas très grave, hein, ça, c'est pas grand chose. Puis bon, vous savez que la technique en plus c'est vraiment mon fort, alors ça se passe. Ouais, t'es à l'aise. Ah bah là je suis bien, là je suis parfait, là. J'ai changé tout ça pendant ce Non, temps-là. mais te mets pas de pression. Non, Les non, gens, bah ils écoute. voient bien que de toute façon, il y a une femme qui joue au rugby et un homme qui joue plus. Donc, tu vois, globalement, ils vont pas trop être perdus, hein. Et Gouet, justement, sur ce niveau de la MLR, tout ce qu'a dit Pierre, je suppose qu'il y a quelques saucisses là-dedans, mais dans l'ensemble, toi, comment tu vois cet engouement et cette montée du niveau autour du championnat américain? Alors, pour moi, j'étais plutôt d'accord sur le fait que c'était vraiment un peu un niveau bas Pro D2 et au Fédéral 1 parce que en soi, il y a des équipes qui jouent quand même vraiment pas mal, qui ont un plan de jeu bien établi. Mais après, il va y avoir aussi quand même une grosse différence avec les équipes plutôt bas de tableau où vraiment le plan de jeu il va être plus difficile à. Enfin, moins bien mis en place. Mhm. Ça se voit avec Anthem, par exemple, qui est Par exemple, l'antichambre ouais. de l'équipe des États-Unis, qui n'a pas gagné un match. Et c'est lié aussi au fait que certaines franchises, on l'a déjà dit, se sont montées un peu à l'arrache, hein, tout simplement. Donc, pas facile de pouvoir avoir déjà du vécu collectif, parce qu'elles sont nées de rien du tout. Et puis, une forme de projet. Anthem, c'était vraiment à la dernière seconde. Donc, bon, c'est à peu près normal qu'ils se fassent rouster tous les week-ends, quoi. Et puis, ils Justement, sont pas bons. et puis, ils sont pas bons. Puis ça aide pas, hein, ça généralement, quand t'es pas bon, c'est rédhibitoire généralement pour gagner des matchs. Justement, on était sur Nola, on a eu Nicolas Godignon. Pierre, du coup, il y avait ce déplacement très important du côté de Miami. Alors quand je dis très important pour Nola, la première place et les playoffs sont quasiment assurés, mais Miami a besoin de gagner pour y croire, justement. Ouais, ça commence bien d'ailleurs pour New Orleans, puisque ils ouvrent le score avec Dorian Jones. La réponse c'est Santi Videla, cœur sur lui. Et oui, c'est un de mes gars préférés. Miami qui va même faire le plus dur en marquant juste avant la pause. On va voir, c'est une combinaison un peu bizarre, parce que c'est 9-12-13, j'avais jamais vu ça. Non, bah non, en Et effet. Inciarte va aller conclure. C'est rare quand même, hein. Après la pause, c'est les gros de Nola, comme souvent, qui vont faire parler leur puissance. C'est le premier essai qui est signé Augusto Baumeux, lui aussi, cœur sur lui. Ça fait 10 partout, 13-10 avec la nouvelle pénalité de Santi Videla. Mais ça, c'est avant que mon chouchou de Nola ne vienne mettre le couvercle sur la victoire. C'est Malcolm May. Il est bien alerté par Damian Stevens, le demi-mêlée remplaçant. Il se défait de 2 plaquages et offre la victoire et la qualification pour les playoffs pour la Nouvelle-Orléans de Nicolas Godignon. Nola, c'est la 6e victoire en 7 matchs. Ils ont perdu qu'une seule fois, c'était face à Houston. Une défaite un peu cruelle parce qu'ils sont rentrés 2 ou 3 fois dans l'embut sans marquer. C'est la première qualification de l'histoire de la franchise de Nola. Faut dire qu'ils sont portés par un joueur qui est pas très connu. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'en parler. C'est William Waxpack. C'est un deuxième ligne, c'est un buffle d'eau. Il a 26 ans, donc ça veut dire qu'il est quand même dans la force de l'âge. Il fait 125 kilos, donc plutôt profil 5 pur et dur. Mais il a une activité étonnante parce que pour ce match-là face à Miami, il a participé à 22 rucks en étant le premier attaquant ou défenseur. Et puis, il a gagné 11 touches. Donc, ça veut dire qu'il combine un profil aérien-sauteur, plutôt du volume pour participer à 22 rucks. C'est le record pour un gars du 5 de devant cette semaine. Et c'est lui qui a permis, par exemple, à des joueurs comme Tonga ou comme Malcolm Monshuku de toucher plus de ballons. Malcolm May, lui, c'est plutôt le profil coureur avec les espaces. Waxpack, c'est vraiment la poutre du pack de Nola Gold et c'est la grosse force de cette équipe. Et puis pour Miami, je suis un peu déçu parce que c'est ma deuxième équipe de cœur Eh oui. après les Chacos. Mais c'est assez logique au final parce que on fait remuer le fion devant. Donc à partir du moment où tu te fais couper en deux et tu recules sur toutes les touches, toutes les mêlées et tous les groupes pénétrants, tu peux pas exister.
Petite question là, rapidement dans le chat d'Antonin qui nous demande si je jouais pas avec les maillots City Edition. Je crois que celui de Miami c'était le maillot City Edition. Ils sont pas tous sortis au même moment. En même temps, ils ont plutôt joué à domicile avec leur maillot. Le maillot de Houston d'ailleurs, hein, c'était bleu contre bleu. Hein, le Houston LA, c'était magnifique. C'était avec le maillot City Edition de Houston. Ça n'avait aucun sens. Gwen, je reviens sur la question que je te posais tout à l'heure où je disais Houston, c'est le gros pack, grosse équipe, c'est lourd. Sur des matchs fermés justement il y a cet avantage d'être très bon en conquête et je repose du coup l'autre question que j'avais déjà posée, est-ce que c'est pas Nola Gold avec ce jeu justement aussi très porté vers l'avant qui peut inquiéter les chats-sabres? Alors, ça pourrait, sincèrement, mais si ils arrivent à faire comment dire, un jeu plutôt équitable, que ce soit je sais pas comment l'expliquer, attends, que ce soit plutôt, enfin, s'ils C'est arrivent pas à grave. bien, waouh, c'est Ex- très dur à expliquer, hein. Explique mal, on a Explique, l'habitude. ouais. De t'inquiète toute pas. façon ce sera pas pire qu'avec moi, hein. Ouais, t'inquiète pas. Nos auditeurs, ils ont l'habitude, ils vont dire, oh oui, bon, elle est meilleure que Rémi et Pierre, c'est pas grave. Hmm. Non, ce que j'essaye de dire, c'est juste que faut que le, oh mon Dieu. Non, là, j'arrive vraiment plus à l'expliquer. J'ai perdu mes mots. Pour toi il faut qu'ils aient un jeu On va aller chercher. un peu plus hybride, pas que l'avant, il faut Oui, qu'ils c'est s'appuient ça, un peu plus sur les plutôt arrières. varié, ouais, Ok. c'est ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Nicolas Godignon. Je vais pas name dropper toutes les 15 secondes, mais lui, il me disait que la volonté de Nola, à la base, c'était vraiment de produire plus de jeux. C'est-à-dire que le projet de jeu vraiment mis en place, c'était jouer les ballons de récupération au maximum. Évidemment, il y a toujours de l'occupation de la conquête parce que c'est la base du rugby. Mais il y avait la volonté de produire, de mettre du volume, d'avoir un peu plus de liberté. Et peut-être que Houston n'a pas ça parce qu'il y a une équipe meilleure et peut-être plus rigide dans son approche. Donc, Meilleur j'imagine Gwen rigide. qu'en mettant un peu de folie. Ouais, c'est bizarre, tu vois. C'est curieux. J'imagine que là, peut-être que la chance de Nola, c'est de mettre un peu plus de volume et de folie, quoi. Hmm. Voilà pour Nola Gold qui est donc qualifié pour les playoffs. Donc première saison quoi qu'il arrive réussie pour Nicolas Godignon. Maintenant l'objectif, peut-être aller chercher New England. Ils vont affronter les Free Jacks d'ici la fin de saison, mais évidemment ça c'est pas gagné d'aller chercher le champion en titre. Après de toute façon ce sera certainement la deuxième place et donc une demi-finale de conf à domicile avant une finale de conf très certainement contre les Jack Libres évidemment de Nouvelle-Angleterre. On va passer donc à ce qui devait être le premier match. Gwen, du coup je me retourne vers toi. Il y avait ce match assez déséquilibré entre la plus mauvaise équipe de la saison, Charlotte, le Anthem RC, et San Diego qui avait l'occasion en plus d'assurer sa place en play-off sur ce match à domicile. Alors oui, du coup, pour ce qui va être du match San Diego-Athènes, c'est quand même moi, je trouvais que c'était pas, ça se voyait pas que c'était un match qui se jouait contre l'équipe qui est quatrième et la dernière équipe. C'était plutôt assez bien joué de la part de Athènes. Et même le premier essai était vraiment magnifique. J'ai été surprise du 15. Le choix était vraiment parfait. Il y a eu C'est pas ça qui me surprend, hein. Il y a un truc qui me surprend, c'est quand même l'IMC dégueulasse du mec qui met le coup de pied. J'ai l'impression de c'est me le voir 15. jouer, quoi. C'est le C'est 15. horrible. J'ai l'impression de me voir jouer. C'est troublant. Il est en obésité morbide, quoi. Mais non, sincèrement, Terminé sans pour moi. moi, c'était un match vraiment plutôt beau à voir, plutôt propre. Surtout quand on voit que Athènes, c'est vraiment une équipe qui est vraiment plutôt jeune. Mais ce que j'ai pu voir, c'était qu'en attaque, ils prenaient plutôt trop de profondeur et ça laissait vachement de temps à l'équipe adverse de remonter et de venir bien défendre et contrôler et pas tant perdre de terrain. Et pareil. Dès que je le vois, c'est terrible. Il est bon, mais il est gros. Voilà. Mais il est vraiment très bon pour un 15 hein, et pour son physique aussi. Ah, ça c'est n'a aucun impressionnant. sens. Ah ouais, c'est vrai. Je pensais qu'ils avaient changé de maillot, mais pas du tout. Ouais. Ah, donc au final, San Diego, San Diego qui s'en sort. Tu l'as dit. Qu'est-ce qui manque à cette équipe, Gwen, selon toi? Anthem, t'as parlé justement trop de profondeur. J'écoutais plus, j'étais mort de rire. Je suis désolé. C'est ça. T'as parlé en attaque, c'est ça. Ça se déploie pas bien. C'est ça.
Et sinon, pour qui était de la défense, le premier, le premier avis que j'ai eu d'eux en défense, c'était que ils donnaient un peu l'impression de pas avoir tellement envie de plus défendre que ça. Ah, les replaquages de la MLR, hein, ça. C'est ça. Mais ça joue beaucoup au toucher, hein, la MLR, hein, pour ceux qui Oui, découvrent ça, éventuellement. j'ai pu remarquer ça. Mais il y aura Ah, pire. enfin, je sais pas Mais Il y a pire. c'est Il y a pas le, les seuls, hein. Je sais pas il y a le si deuxième vous match avez sur vu les lequel. images de Camille Lopez. Bon, c'est pas les seuls à faire des plaquages. On a vu un c'est toucher vrai, de ça. main de Camille Lopez ce week-end qui avait pas très Ah, envie de c'était beau. plaquer. Bon, il n'y a pas qu'en MLR qu'on peut parfois ne pas vouloir mettre la touche. C'est vrai. Moi, j'ai souvenir d'un joueur de l'équipe de France qui s'était écarté devant John Alomou. Après, ça, c'est de Ouais, l'instinct de c'est un survie. réflexe de survie. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand C'est chose à dire. normal. Lopez en MLR nous demande Maclips. Non, mais pourquoi pas un jour? Ce serait magnifique. Un Camille Lopez en MLR, ça serait Il se fantastique. régalerait. Ah Franchement, bah. là, au-delà de la blague, ce serait exceptionnel parce que Camille Lopez, il a un sens de l'intervalle et du jeu largement au-dessus de la moyenne. Ce serait ouf. Juste l'arrière, c'est Mickey Théo. Donc, je suis allé voir ses mensurations et clairement, il a menti hein, parce qu'il dit qu'il fait 1m73, 93 kilos. Non, Il n'est pas à 93 non, kilos. non. Ça, c'était il y a 3 ans, ou bien. Ouais, ouais. Donc, bon. Et il est international de rugby à 7, américain, Bah oui. mais, et international tout court. Mais je suis surpris. Il peut jouer ailier, arrière, demi-mêlée. Je vois pas comment il peut jouer Talonneur aussi, demi-mêlée. non? Ouais, je pense qu'il y a droit, je pas d'autre solution. Bon, Euh, après, j'ai le droit, je vous rappelle que j'ai le droit de me moquer parce que j'ai un IMC supérieur à 30. Donc, j'ai le droit de me moquer des gros. Ah, donc, bah, Gwen, toi on n'a pas parlé de ton Les poste. autres. Tu es 10 et 15, je crois. C'est ça. C'est bien ça. Buteuse, c'est important ça. Ça, c'est important. Je ne reposerai pas la question que j'ai posée à Lénaïque Corson sur l'émission avec toi, sur Legendary Plays, Pierre Amiche. J'ai pris assez de plaquages de joueuses de rugby. Ouais. Une émission qui est en ligne, hein, si jamais vous n'avez pas envie Exactement. d'aller regarder Allez la voir. ce que Lennart Corson peut faire et dire de sa carrière, c'est assez intéressant. Je reste encore une dernière fois sur Anthem, Gwen. On voit quand même que cette équipe, elle réussit quand même à marquer de plus en plus d'essais. Elle prend toujours minimum 30 grains, mais offensivement, ça va quand même mieux. Est-ce que tu la vois capable de gagner un match? Juste, je te donne la fin de saison. C'est Miami à domicile, Chicago à domicile et déplacement à New England qui n'aura très certainement plus rien à jouer. Pour moi, sincèrement, ça peut être faisable parce qu'on peut tout le temps être surpris d'une équipe comme ça, surtout que ils savent qu'ils ont plus trop rien à perdre. Donc, ils vont, je pense, tenter le tout pour essayer vraiment de finir une saison avec au moins un match gagné. Mais en vue du résultat qu'il y a eu là cette semaine et de comment ils ont joué, ça peut quand même plutôt bien évoluer. C'était pas si moche que ça, leur jeu qu'ils proposaient. C'était pas incroyable non plus, mais ça peut plutôt bien évoluer. Et puis, il y a un système de draft qui. Il y a un système. Il y a mon serveur qui vient de me donner un truc, c'est cool. Il y a un système de draft aussi, donc ils vont pouvoir récupérer des très bons joueurs universitaires. Et c'est une équipe jeune qui avait zéro vécu collectif, donc le temps joue nécessairement en leur faveur. C'est ça qui est plutôt positif. Et un joueur que moi j'ai envie de ressortir très rapidement, c'est Cleven Lobzer, le numéro 10 titulaire, international namibien qui a fait la dernière Coupe du Monde hein, d'ailleurs, qui était chez Utah l'année dernière. Je suis très déçu de l'avoir vu partir, mais qui est vraiment le leader de cette équipe et qui réussit régulièrement à faire bouger cette équipe, à la faire évoluer et notamment les essais à chaque fois qu'il part des 22 mètres, c'est un petit peu sa spécialité. Voilà, ça c'était le petit mot sur Anthem qui malheureusement s'incline pour la 13e fois en 13 matchs. Ça sent le 0-16, mais pourquoi pas la semaine prochaine face à Miami, on aura le temps de regarder le prochain. Le programme de la semaine prochaine. Je sais que ça ne te fait pas plaisir, Pierre. D'autant que je vais me retourner vers non, toi. mais surtout, si Anthem bat Miami, mon pote, alors là, Miami, ça joue vraiment bien, c'est solide. Anthem, c'est aimé encore, tu vois. Tiens, extrêmement. Justement, j'ai posé la question à Gwen. Toi, Miami à domicile, Chicago à domicile, déplacement à New England, est-ce que tu les vois capables de gagner un des matchs? Ça, en vrai, pour moi, oui. Vu surtout que c'est à domicile, va y avoir plutôt une euphorie de faire vraiment un match, de faire plaisir au public. Pour moi, vraiment, c'est le domicile qui joue dessus.
Parce que ça change vraiment tout ça. Ok, Pierre. Chicago, c'est cata. Vraiment, je pense qu'ils ont complètement lâché leur fin de saison. C'est trop bizarre. Ah, bah justement, la tradition est toute trouvée. Chicago qui se déplaçait chez les Chacos. Évidemment, je te laisse la main. Mon Pamiche, il est très important ce match. Chicago pour assurer les playoffs. Dallas, parce que derrière, il y a Utah malgré tout et qu'il faut définitivement assurer cette place, cette 4e place. Et ça a été un match qui était plutôt sympa à voir, il faut le dire. Ouais, les Chacos face aux chiens, c'est un duel de bêtes blessées. D'un côté, il y a Dallas dans son stade traditionnellement dégueulasse, mais la nouvelle tenue bleue, pas ouf. Il y a une dynamique sympathique, vraiment cool. 3 défaites en 4 matchs, ça fait plaisir. Mais ils restaient sur un succès face à Seattle et il fallait gagner absolument pour les Chacos. En face, Chicago, c'est pire. Leur calendrier, ils étaient affreux parce que c'était 3 défaites consécutives contre 3 monstres. Le Glory et Houston d'un point et Nola à la maison. Ça, c'était vraiment la défaite qui a fait mal. Le match démarre vraiment sur cette très belle action de Dallas, prise du milieu de terrain, renversement avec de la vitesse, Jason Tidwell va marquer. Ça joue bien, c'est le feu, c'est la fête. Chicago va réagir avec ses avants, et ça il faut le souligner parce que c'est assez rare. Grosse percée de Noah Brown. Et là encore, fixation avec un temps près, toujours cette horreur pour savoir si le terrain s'est arrêté ou pas. On sait pas où elles sont les lignes. Et c'est en bout de ligne, enfin on croit, peut-être, on n'est pas sûr, c'est l'international canadien Mason Flesch. Il y a beaucoup de Canadiens à Chicago. Ortho de vestiaire, c'est le demi-mêlée de poche, mais on va y revenir. Juan T. Oliver qui met dans l'intervalle Sam Chifua, le numéro 8, qui est bien aidé par la défense semi-consciente des Hawks. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème cérébral. Dallas va prendre le large et enfoncer le clou avec l'homme du match, Juan T. Oliver, qui joue au pied pour lui-même. Dallas va signer une 2e victoire à domicile consécutive, une première cette saison. En revanche, rien de plus chez les Hounds parce que c'est la 4e défaite, 4 matchs, 4 défaites. Heureusement pour eux, le début de saison calamiteux de Miami les empêche de transpirer. Mais attention, parce que leur calendrier, ça sent un peu la saison horrible. Il y a réception de San Diego, donc pas assuré du tout de gagner. Déplacement à Anthem, ça pourrait être la victoire de Anthem de la saison. Ils vont tout miser là-dessus. Et on finit avec la réception de Miami. En gros, si Miami gagne son prochain match et pas eux, ils peuvent tout perdre sur la dernière journée. Ouais, exactement. Chicago qui vient arracher le bonus défensif d'ailleurs sur la fin du match. Malgré tout, 22-20. Qui a même une dernière opportunité avec une tentative un peu kamikaze. Je sais plus si c'est le 10 ou si c'est le 15 qui va tenter d'y aller tout seul plein axe pour essayer d'aller gratter la victoire. Ça a été complètement manqué. Succès donc de Dallas. Et du coup, tu avais quelque chose à raconter. Alors là, tu es pris, tu es en train de discuter. Donc on va continuer de meubler sur ce match. Non, mais c'est qu'en fait, ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir des gens qui font des lives en fait. Donc ils me posent des questions pendant que je suis en train de parler. C'est assez déstabilisant. Ils te demandent à qui tu parles. Ils connaissent pas le principe des vidéos. Non, pas du tout. Je dis, oui, vous pouvez payer s'il vous plaît, tout, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une première dans les Outsiders. C'est pour nous. En direct. Voilà, c'est cool. C'est pour nous, Pierre. C'est pour moi. moi. Mon code ou pas? Non, c'est bon, je le garde pour moi. 18,82. Et c'est presque ça. Je vous en prie, monsieur. Voilà, c'était bien. Alors, pour répondre à ta question, oui, ils avaient la possibilité de gagner, mais en vrai, ils ont été dominés. Et puis Chicago, je sais pas, vraiment, il y a un truc où je crois beaucoup aux dynamiques. Et quand tu perds 4 fois d'un rien, c'est qu'il y a un truc qui marche plus. Et Gwen doit le savoir, puisqu'elle a fait des phases finales récemment. Il y a un chemin qui te mène à la victoire, tu vois. Et quand tu le perds, c'est très dur de le retrouver. Gwen, une petite réponse là-dessus, justement? Ah, ça, c'est bien vrai. Hein. Surtout que là, c'est encore phase qualificative pour les phases finales. Alors, c'est encore plus dur que quand on perd en finale. Parce qu'au moins, quand on perd en finale, on sait qu'on a réussi à vraiment finir tout ce chemin. Mais là, c'est vraiment encore plus dur. Il n'y a pas ce côté, je te repose encore la question, Gwen, où tu passes de manière ric-rac. Il n'y a pas ce sentiment de on n'a plus rien à perdre quand même qui peut aussi jouer? Je pense pas, parce qu'en soi, peu importe comment il passe, ça serait mérité, même si c'est vraiment de quelques points ou autre. Il y a quand même du travail qui a été fait derrière ou autre. Donc je pense pas qu'il y a cet état d'esprit. On va continuer, on reste sur ce match puisqu'il y a un petit joueur dont tu as envie de parler, mon Pierrot. C'est Juan T. Oliver, tu l'as dit, c'est le demi-mêlée. On l'a vu mettre un essai
tout à l'heure. Petite histoire sur lui. Ouais, petite histoire marrante à son sujet, c'est que déjà c'est le joueur le plus jeune et le plus frêle de l'effectif des Jackals. Alors jeune, bon, ça pourquoi pas, mais le plus frêle, c'est étonnant parce qu'il est sud-africain. Donc un Ah. sud-africain de moins de 100 kilos, normalement c'est un enfant. Donc c'est le cas de Randy Oliver qui fait seulement 75 kilos, ce qui est rarissime quand même, il faut le signaler pour un natif de Bloemfontein. Ce qui est dingue, c'est pas vraiment son physique, parce que ça c'est assez banal, mais c'est son parcours. Il a une spécificité, c'est qu'il aurait très bien pu passer pro en cricket. Jusqu'à ses 14 ans, il était sélectionné avec son équipe, avec l'équipe de sa province, pour jouer à la fois au rugby et au cricket. Et il est arrivé au Grey College. Donc, pour ceux que ça intéresse, le Grey College en Afrique du Sud, c'est l'équipe, je sais pas si c'est plus fort que la Canal. En gros, c'est vraiment l'usine à champions. Il y a des dizaines d'internationaux sud-africains qui sont passés par le Grey College, que ce soit pour le rugby ou pour le cricket. C'est l'usine à champions de Free State et c'est là qu'il a fait son choix. Il s'est orienté vers le rugby et avec réussite, puisqu'aujourd'hui il est professionnel. Il a eu un parcours un peu plus chaotique à la suite de sa sortie d'université parce qu'il n'a pas réussi à exploser dans une franchise sud-africaine et on comprend pourquoi, parce que c'est un jeu ultra physique. Mais aujourd'hui, il est en balance au sein des Jackals et il a fait gagner son équipe. Donc voilà, c'était la petite histoire autour de Randy Oliver qui a beaucoup de cartes, d'atouts dans sa manche, non? Ça se dit comme ça? Je sais pas. Ouais, Il sait faire plein de trucs, quoi. Ah, il a Oui. plusieurs cordes à son arc. Voilà, il a plusieurs arcs à ses cordes. Voilà, Exactement, voilà. Donc Randy Oliver, le demi-mêlée des Jackals, qui a contribué à la victoire de Chicago. Le succès de Dallas qui du coup de facto met la pression sur Utah. Les Warriors qui sont sur une dynamique de merde, eux aussi. 4 défaites de rang, un déplacement à venir à Seattle, avant un déplacement à New England, donc en gros 2 des 3 meilleures équipes de la saison régulière. Et pourtant cette obligation de gagner, Gwen, mais on va pas se mentir, ça s'est pas bien passé. Ah bah là, vraiment pas. C'était quand même un match quand même pas incroyable à regarder. Ah, quand t'es fan de Seattle, ça va, hein? Ah oui, là du coup oui, mais pour moi c'était vraiment une pluie d'essais. C'était un peu incompréhensible de la part de Utah qui niveau défensif n'était pas vraiment présent. C'était vraiment un touch qui était en train de jouer. Mais sinon du côté de Seattle, eux ils ont fait des très bons des très bonnes contre-attaques qui étaient efficaces. Ils arrivaient à atteindre. Ah, moi je trouvais. Hein. Non, mais c'est juste que là, le contact, c'est terrible, quoi. Ça ne gagne pas un duel. Non, mais c'est un vrai. Oxon, là, il se fait manger littéralement. Ah oui. Mais on a l'impression en fait qu'il ne communique pas trop sur la défense. On a déjà parlé de cette défense de Utah. C'est quand même incroyable, ça n'avance pas. Et il y a quand même le point de bonus à la 23e, je crois. C'est ça, Gwen? C'est ça. Mais c'est vraiment mais même dès les 10 premières minutes, ça a dû enchaîner 2 essais d'un coup. C'est quand même assez impressionnant à voir. Et il y a quand même un des pires terrains quand même là, on en a parlé. Visuellement, il est. Et allez, encore une interception. Mais là, visuellement, c'est trop dur, quoi. C'est-à-dire que même les joueurs, ça se voit qu'ils ne maîtrisent pas l'espace en fait. Donc ça contribue pas aux bonnes performances des 2 équipes. Mais c'est ça. Parce que Seattle, ça va, ils s'en sortent pas mal. C'est chez eux, ils ont peut-être un peu plus de repères, mais ça doit être abominable de jouer sur un terrain où les lignes, c'est pas les bonnes, quoi. Enfin, ça fait partie des gros chantiers pour la MLR pour les prochaines saisons, avoir des stades de rugby dédiés. Ça coûte très cher, mais aujourd'hui, ça c'est un des freins majeurs au fait de pouvoir bien vendre ce championnat. C'est pas possible de voir ces images-là. On va dire que les 2 gros points noirs qui sont symbolisés par ce match-là, c'est des défenses un peu hurrah et des terrains qui sont pas des terrains de rugby. C'est-à-dire que là, tu envoies ça à des futurs investisseurs européens, ils mettent pas un rond. Clairement, t'es dégoûté. Alors que tu envoies la même chose sur des matchs de Miami, de Houston ou même de Nola, où c'est pas un terrain rugby dédié, mais il y a une ambiance de ouf, il y a un côté petite arène et tout. Là, c'est quand même pas la même histoire. Et c'est fou parce que Seattle, c'est un des clubs historiques. Hein. C'est d'ailleurs le club le plus titré de la MLR, 2 titres, les deux premières saisons.
mais il n'y a pas ce terrain qui suit. On va en reparler, on va être obligé de parler de cette défense de Utah parce que déjà c'est la stat, c'est le chiffre de notre semaine. 68, c'est le record de points marqués en 2024 par une équipe, c'est réalisé donc par les Seawolves, les loups de mer évidemment de Seattle. D'ailleurs ça se voit, c'est un loup, leur logo tout simplement. Je suis pas anthropologue, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Bonsoir à Ray3109 qui vient d'arriver, qui nous dit bonjour. 68 points, c'est pas le record, et du coup je vous pose la question très rapidement. Pierre, à ton avis, le record de points marqués sur un match? Autour des 90. 90, Gwen, tu dis combien? J'hésiterais entre 90 et 100. Eh bien, vous êtes tous les deux trop haut, puisque c'était 80. C'était l'année dernière. 80 à 5 pour les New England Free Jacks sur la pelouse de Toronto. Les Toronto Arrows qui n'étaient manifestement pas des flèches ce jour-là. Voilà. 80 à 5, 75 points d'écart. D'ailleurs, c'est le plus grand de l'histoire. C'est noté sur notre infographie. Donc du coup, mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Le plus important, c'est ce nombre de points de Seattle, 68 à 29. Utah qui prend à nouveau une énorme pilule. Alors d'habitude ils s'en sortent avec le bonus défensif, là ça n'a pas été le cas du tout. En même temps ils ont pris 43 essais à peu près. Il faut qu'on parle de cette défense. Gwen, tu l'as dit, il y avait des problèmes. Est-ce que c'est un match sans, ou est-ce que dans ce que tu as vu, tu as le sentiment que tout simplement la défense n'est pas au niveau chez cette équipe? Pour moi, elle était clairement pas au niveau. Je sais pas si c'était un problème de communication de leur part ou qu'il y avait la fatigue avec la chaleur en plus, mais c'était sincèrement catastrophique à voir. Ils subissaient, soit ils montaient trop vite, soit ils montaient pas assez vite. C'était un peu aléatoire. En plus tu changes rien à la mi-temps. Enfin, manifestement, il n'y a rien qu'à changer à la mi-temps. Enfin, je veux dire, tu prends 4 essais en 20 minutes, tu en prends encore 2 en fin de première période, tu en prends encore 3 ou 4, je crois, en deuxième. Il y a un moment, tu es censé changer quelque chose quand tu es sur le bord du terrain ou même sur le terrain. Enfin, il y a quelque chose à faire dans ces cas-là. C'est surtout là, je pense, c'est au leader de prendre leur rôle, au entraîneur de réveiller un peu son équipe parce que ça fait quand même mal de se prendre autant de points et surtout dans un si peu de temps. Le plus inquiétant, je trouve, pour eux, c'est évidemment le fait qu'il n'y ait pas de révolte, mais c'est qu'il y ait des joueurs, par exemple, je prends l'exemple de Divan Rousseau, qui est un excellent joueur, qui est probablement le meilleur attaquant de Seattle. Il a fait que 8 courses, donc c'est pas énorme, c'est bien, mais il a gagné quasiment 140 mètres. Donc le gars, il gagne 15, 17, 18 mètres par course. C'est anormal. Jay Seatling, c'est pareil. Il fait 9 courses, il gagne plus de 150 mètres. Donc ça veut dire que c'est des gars, même s'ils font partie du triangle arrière, tu as l'impression qu'ils n'ont pas une immense pression sur eux. Donc bon, ça, c'est quand même pas fou. Et puis après, tu as quand même des joueurs qui s'échappent pas. Tu vois, à Utah, Frank Locor, il est à 16 plaquages. Donc ça veut dire que c'est pas que des défenseurs de merde. C'est probablement un problème plus global, collectif en fait. Et puis le dernier truc moi qui m'inquiète un peu pour Utah, c'est la dynamique. Elle est trop horrible. 5 défaites de rang. Tu sens que les gars, bah ouais. Et puis tu sens que voilà, ils ont plus les moyens de gagner. Je sais pas s'ils ont beaucoup d'absents. J'ai pas regardé, je vais pas vous mentir. Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle a plus rien à voir avec l'équipe accrocheuse et pénible du début de saison. Il n'y a plus grand chose, il n'y a plus cette étincelle exactement. Et du coup, Seattle s'est baladé et vous allez pouvoir voir, on s'est même permis quelques petites dingueries du côté de Sam Matenga. Il passe complètement aléatoire, sans regarder, une espèce de. Une chistera comme ça, beaucoup trop haute en plus pour son coéquipier. Ça n'a aucun sens, mais les mecs, ils faisaient tellement ce qu'ils voulaient de toute façon que ils ont pu se permettre de faire ça. Et en plus, le pire, moi c'est ça le pire que je note dans cette histoire, c'est que Seattle était pas non plus sur une dynamique qui était folle. Il y avait quelques défaites, il y avait des victoires un petit peu à l'arrache, ils avaient galéré contre Anthem notamment, et là ils se sont remis à fond. Là, moi je suis Seattle, je sais pas Gwen ce que t'en penses. Tu mets 70 grains à une équipe qui joue absolument sa survie dans cette saison, qui joue sa place en playoff. Derrière, pour la fin de saison et même pour les playoffs, tu prends une dose de confiance monumentale. Mais clairement, c'est surtout quand c'est un score comme ça,
ça fait toujours plaisir de mettre déjà un score comme ça, mais aussi à un moment quand même assez important. Oui, c'est ça. C'est qu'on arrive vraiment dans ce moment hyper important. Donc la défaite, donc des Et résultats Seattle, encore. Ouais. juste un petit mot sur Seattle. Un truc, c'est que ils n'ont pas leur centre Curry Drani, qui est quand même le pivot central de leur attaque. Et ils ont en revanche récupéré un très bon Tony Poulou, qui est un ancien All Black, qui fait des diffs à chaque ballon. J'ai l'impression que Seattle, s'ils se qualifient, ils vont être un tout petit peu chiants à jouer. Il ne faut pas les sous-estimer. Seattle qualifié d'ailleurs. Seattle qualifié, tout comme San Diego grâce à sa victoire. On fera le point sur toutes les équipes qui sont qualifiées. On va passer au 6e et dernier match de cette 16e semaine. 15e semaine, je vais trop vite, entre Old Glory et New England. Fallait pas arriver en retard, 70 secondes de jeu, et puis ça va aller très très vite avec le numéro 6, le capitaine de cette équipe, Jamison Fanana Schultz, qui fonce pleine balle dans le centre pour aller marquer cet essai. Ça va être un match à toi à moi un petit peu entre les Free Jacks et Old Glory. À la réponse en force de Wayne Vanderbank pour les Free Jacks, et puis de nouveau avec un ancien de top 14, Old Glory va reprendre l'avantage, c'est Axel Muller, vieille connaissance évidemment de notre top 14, on en avait déjà parlé dans cette émission. Old Glory qui va créer un premier, on va dire, petit écart dans cette partie, 20-10, mais à chaque fois eh bien, New England qui va revenir, d'abord avec cette très très belle inspiration et cette belle passe pour Paula Balecana, qui va être retrouvé par Jason Potrose et revenir à 20-17. Nouvel essai en force derrière d'Old Glory, parce que la puissance c'est important aussi dans le rugby. Ça prend du temps, ça met du temps à se lancer, mais finalement ils arrivent à marcher sur la gueule des joueurs de New England, j'avais pas d'autre mot à dire. Et la réponse, malgré tout, on pense que le plus dur est fait, hein, puisqu'on est à moins 13, 30-17, alors il reste 25 minutes. Mais New England est quand même dans le dur, et puis eh bien, ils vont s'appuyer sur les fondamentaux. Donc le talonneur Quatrine qui va mener ce ballon porté magnifiquement. Et puis quelques secondes plus tard, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de cette saison de top 14, de MLR. C'est Jason Potrose qui va être retrouvé par ses partenaires. Allez, on va aller voir la feinte, la petite passe. La fausse montée, une erreur complète monumentale en montée, et puis derrière bien Jason Potrose qui va inscrire l'essai de la gagne pour cette équipe de New England qui bien continue son chemin tranquillement, qui enchaîne un petit peu. Ils ont été, j'ai l'impression, un petit peu champions de manière surprenante l'année dernière, Pierre. Alors parce que San Diego était archi favori notamment de la finale, mais maintenant oui, parce que oui, bien sûr. Là maintenant c'est une équipe qui a clairement ses fondamentaux, qui a clairement de quoi, des bases solides pour jouer le titre chaque saison. Il s'appuie sur ce qui fait une bonne équipe de rugby, une bonne conquête, une discipline assez bonne, et puis quelques leaders. En fait, moi ce que j'aime le plus dans cette équipe, c'est la troisième ligne. Ils ont deux joueurs que j'adore. C'est Wian Conradi, qui est le vice-capitaine de l'équipe de Namibie, et son copier-coller version chilienne, Martin Singren. Les deux, c'est des chiens. Ils lâchent rien. Ils sont énormes en défense. Ils sont généreux. Ils mettent la tronche. Et finalement, c'est un peu l'identité de cette équipe-là. Beaucoup de combats, de rudesse, et puis en même temps un peu de rigueur. Et c'est assez plaisant. Et juste un petit mot sur l'identité de cette équipe, parce qu'il y a certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Et l'histoire, elle est assez marrante, parce que les Free Jacks, en fait, ils s'inspirent à mort du courant des patriotes américains. C'est pour ça qu'ils sont bleu, blanc, rouge. Et ça fait que finalement, ils ont vraiment la volonté d'être hyper US à leur sauce, alors que pourtant, l'équipe, elle est composée à 80% d'étrangers. C'est le plus petit contingent américain de tout le championnat. Donc, c'est assez drôle. Ouais, bah, la petite info en plus, évidemment. La présentation de toutes les équipes, c'est un de nos nouveaux projets sur les réseaux sociaux. Pierre Amiche qui vous raconte les histoires des équipes, qui vous les présente un petit peu à sa manière, on va dire, Pierre. Je pense que c'est le bon terme là-dessus. The Mookie, salut à toi. Oui, et une bande-son rajoutée sur les vidéos, évidemment, parce qu'en fait, on récupère les images avec les commentaires en américain, et que pour parler par-dessus des gens qui parlent, c'est
pas hyper agréable à l'oreille. Donc ouais, on rajoute une petite bande son histoire que ce soit un peu plus agréable à l'oreille. Il faudrait peut-être qu'on la baisse un petit peu plus pour que ce soit mieux. Mouchi, il a l'oreille, quoi. Le mec, il a réussi à bien voir que c'était la même bande-son à chaque fois. Exactement. Il est trop costaud. Alors que pourtant, je Le mets mec, jamais le même moment dans la bande ah, son. il t'a grillé. Il t'a Ouais, grillé. ouais, bah, il est fort, hein, que veux-tu. Les résultats de cette 15e semaine avec les succès donc, de Houston contre LA 29-12, 34-24 pour San Diego contre Anthem. Les succès à l'extérieur de NOLA à Miami 20-13 et de New England à Old Glory 31-30. Le carton de Seattle 68-29 contre Utah et 22-20 pour Dallas contre Chicago. Du coup, eh bien, au classement, eh bien, ça donne une conférence Ouest eh bien, qui semble définitivement décantée. J'ai oublié de rajouter les 4 points à Dallas. Ils ont 37 points, pas 33. Donc désormais 10 points d'avance, 9 points d'avance sur Utah, puisque Utah a 28 points. My bad. 52 pour Houston, c'est pas du tout à jour. Je me suis trompé dans le classement. Bon, Houston, Seattle, San Diego sont qualifiés. Dallas a 9 points d'avance sur Utah et 10 sur Los Angeles. Gwen, est-ce qu'on peut dire que les 4 places sont déjà jouées ou non? Ah bah là, totalement, pour moi, ça va être assez dur à rattraper le retard qu'ils ont. Donc, les 4 équipes, pour moi, on les a déjà. Ok, et puis on va aller voir du côté de la conférence Est, justement. Alors je sais, est-ce que j'ai changé le classement du coup? Parce que là j'ai un doute phénoménal. Non, j'ai pas changé. Il y a un bug, J'ai 31 pour Chicago et Old Glory, 22 pour Miami, 9 points d'écart. Pierre, même question, est-ce que Miami c'est terminé ou est-ce que il reste 3 matchs, il y a la possibilité d'aller chercher soit Chicago, soit DC? Alors, je pense pas d'ici. Par contre, Chicago, ils sont sur une dynamique horrible. Il y a un Miami-Chicago, Chicago-Miami même. Et c'est ce que je t'ai dit. Ça va dépendre de la round 17, je crois. Où là, Chicago joue. En gros, si Chicago perd et Miami gagne, ça relance tout. Donc, Parce qu'il y aura il y aura ce duel, c'est le exactement. cas de figure. Voilà. En gros, Chicago, ils sont sur une dynamique horrible. Ils peuvent très bien perdre la semaine prochaine. Je crois qu'ils sont attends, je vais te retrouver ça. Ils reçoivent San Diego, donc pas du tout garanti de gagner. Et derrière, ils se déplacent à Anthem et ils reçoivent Miami. Donc vraiment, Pourquoi une pas? chouette récompense pour l'équipe qui joue le plus. Ça pourrait être pas mal en effet. Pour l'instant, justement, les playoffs, il y a 5 des 8 équipes qui sont qualifiées. Houston, Seattle, San Diego à l'ouest, New England et NOLA à l'est. Il y a 7 points d'écart entre New England et NOLA. Est-ce que NOLA, sachant que les deux équipes vont s'affronter, je ne sais plus si c'est la dernière journée ou si c'est l'avant-dernière. Mais bah non, c'est la semaine prochaine justement. C'est la semaine prochaine qu'elles vont s'affronter. C'est en 2 semaines. Je vais y arriver, je suis complètement Qu'est-ce manqué qui se là dans passe? mes... T'as pris un petit coup de chaud, j'ai l'impression, Ouais, là, Rémi, non? je me perds dans toutes mes fiches. New England, NOLA, donc ils sont déjà qualifiés à l'Est et je vais vous mettre le programme justement de la semaine prochaine. Il y aura Dallas, Old Glory, Houston, Seattle, New England, Utah. C'est pas la semaine prochaine, hein, c'est bien ça, hein, c'est bien dans 2 semaines. Anthem, Miami, Los Angeles, NOLA et Chicago, San Diego. Gwen, c'est quoi le match qui t'attire le plus dans ces 6-là? Pour moi, je dirais Anthem contre Miami, parce que j'ai Ah, bien envie de voir comment ça peut jouer. ok, c'est audacieux. J'ai pas d'autres mots. C'est audacieux, mais je sais pas, j'ai envie de voir comment Anthem va évoluer. Ok, c'est noté. Pierre Amiche, quel match te chauffe le plus? Il y en a 2, il y a Houston-Seattle, juste parce que je me dis que avec ce que Seattle a montré, à passer 70 points, ils sont peut-être remis en confiance et Houston a moins de trucs à jouer. Donc on pourrait avoir une surprise, parce que ce serait une surprise de voir Houston perdre un deuxième match cette saison. Et puis l'autre match que j'aurais bien aimé, sur lequel je vais cocher, c'est Chicago-San Diego, parce que je me dis que San Diego, ils vont peut-être réintégrer Maguito et Mahanonou, on n'en a pas parlé, les deux stars de l'équipe qui étaient au repos. Et je te cache pas que j'ai une tendresse pour Miami, donc si Chicago perd, ça m'arrange. Donc, voilà. Il faut Évidemment, regarder ça. évidemment, on sera au rendez-vous évidemment de la semaine prochaine pour suivre justement les résultats de tous ces matchs. Avant de vous quitter, 2 petites choses. Déjà, la première, c'est un nouvel extrait de l'interview de Nicolas Gouignon que vous retrouverez évidemment sur YouTube, l'entretien réalisé par Pierre Amiche où l'entraîneur de NOLA revient sur absolument tout, son arrivée, sa vie à l'américaine, le niveau de la MLR évidemment par rapport à son équipe, mais aussi le niveau global. Bien entendu, vous le retrouvez donc sur YouTube, on vous mettra des extraits évidemment sur les réseaux sociaux. Mais petit
petite info exclue des Outsiders, grâce à toi, mon Pierrot, c'est bien que potentiellement on aurait un joueur de MLR qui débarquerait en top 14. On va laisser Nicolas Gaudignon le dire, il parle de Risbota. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Riff Botta, qui est pas d'origine américaine, hein, qui est sud-africain, mais qui a gagné la green card à la loterie américaine avec sa famille. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est vraiment très, très intéressant, que j'aime beaucoup, qui a vraiment des qualités, qui a besoin de progresser. D'ailleurs, c'est un joueur qu'on envisage peut-être d'envoyer là sur la saison off en France pour travailler avec un club partenaire de Nola. Tu sais qu'il y a Clermont qui est aujourd'hui très investi avec la Nouvelle-Orléans et on est en train de créer pas mal de choses avec eux. Ça fait partie des joueurs que j'aimerais bien pouvoir envoyer sur quelques mois, tu vois, 3-4 mois, passer du temps à Clermont, découvrir un environnement de très haut niveau qui pourrait lui faire gagner pas mal d'échelons. Donc je pense que c'est la pépite à surveiller. Risbota, la pépite à surveiller selon Nicolas Gaudignon. Et s'il est bon, Clermont l'embauche en plus, nous dit The Mookie. Ce serait quand même fou de voir un joueur comme ça débarquer en top. Alors, pour l'instant, on est d'accord, Pierre, c'est un stage d'observation. Hein. Il jouera pas, il Oui, jouerait pas. Non, c'est pour apprendre. C'est plus pour voir comment fonctionne un gros club, un club professionnel structuré avec des conditions d'entraînement. Il faut dire que Risbota, il a tout pour lui. Il fait 1m90, il fait quasiment 100 kilos. Il est buteur, animateur, il peut jouer 10, 12, 15. Ce serait pas une mauvaise pioche pour Clermont, même juste en simple qualité d'opposition. Mais oui, il vient pas pour devenir 10 titulaire de l'ASM. Cependant, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Il y a des très bons joueurs, on l'a dit en MLR, pas simplement des vieilles gloires comme Manonou ou Maguito. Il y a aussi des joueurs qu'il faut surveiller. Je me suis permis de parler un peu de ça avec Nicolas Gaudignon, qui me confirmait qu'il y avait des joueurs dans son effectif, ou même plus généralement en MLR, qui avaient largement le niveau du top 14. Et puis des Américains en top 14, on en a quelques-uns, David Ainou, Sami Manoa qui étaient passés. Ce serait pas mal quand même d'ouvrir un peu nos chakras à un continent qui pour l'instant n'est pas très représenté, et pas simplement aux Argentins, parce que on parle des Américains, mais il y a aussi des Canadiens, il y a aussi des Chiliens, des Uruguayens qui sont très bons. Et on va assez rapidement s'en rendre compte parce qu'il y a quelques Chiliens qui ont signé en top 14, donc on va voir le transfuge venu d'Amérique du Nord ou du Sud, ce que ça donne dans le top 14. Mais Risbota, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour Nola, parce que ça veut dire que ça travaille bien, que le partenariat est bon, et peut-être pour Clermont, tout ce qu'on peut lui souhaiter. Gouad, je t'ai vu hocher la tête quand Pierre parlait. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à avoir des clubs de top 14 qui pourraient piocher en MLR? Bah, ça pourrait être quand même assez intéressant, même ça apportera un jeu plutôt varié et différent de ce que nous on voit actuellement au top 14. Et je pense que ça peut être même une opportunité quand même assez incroyable pour les joueurs de MLR. Remplacer Urda Pieta dans un an, nous dit The Mookie. C'est pas mal, hein, en vrai. Ouais, alors je pense que ce ne sera pas le plan, mais on ne sait jamais. Ah, on sait jamais. Il y a 100% des vainqueurs du loto vont jouer. Donc Paraît-il. si Risbota ne vient pas en France, il a 0% de chance de convaincre un club. En revanche, en venant à Clermont, ça se trouve, il va convaincre la SM de le signer, ou peut-être Aurillac ou un club du coin. Et d'un coup, bah, c'est une nouvelle vie parce que clairement, la MLR, moi, je suis tombé dedans grâce à toi, Rémi. Ça me passionne. Mais c'est pas un championnat ultra rémunérateur non plus. Il n'y a pas des salaires mirobolants et la plupart des gars, c'est des carrières pro, mais on n'est clairement pas sur le même niveau de vie, niveau d'engagement, préparation, conditions d'entraînement et tout qu'en France. Donc voilà, sans dire venez en France à tout prix, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui. Ouais, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Donc voilà pour la petite info transfert Made in les Outsiders, Made in Pierre Amiche. Évidemment, je vous l'ai dit, cet entretien Gaudignon, on le retrouvera très vite en intégralité sur notre chaîne YouTube. Merci mon Pierrot, merci Gwen pour cette première au sein des Outsiders. Merci aussi pour tout cet habillage graphique de l'émission. Je rappelle que c'est ton œuvre et que c'est grâce à toi aussi que cette émission existe. Bien sûr, c'est grâce à vous aussi. Dernière chose, elle est très importante. On fait du bon travail, a priori, puisque la MLR est très contente de ce qu'on fait, malgré toutes les saucisses qu'on peut lâcher de temps en temps. Mais du coup, on va pouvoir lancer un concours
avec l'appui de la MLR pour eh bien vous faire gagner à vous tous qui suivez ce MLR Show le maillot de l'équipe de votre choix. À votre taille, c'est incroyable parce que ça nous est arrivé dessus il y a 1 heure, hein. Enfin juste avant l'émission, j'ai reçu le message. Donc évidemment, on vous mettra tout ça sur Instagram et sur Twitter, sur tous nos réseaux pour que vous le voyez. On fera gagner ça au moment des playoffs, au début des playoffs. Donc il reste encore 3 semaines de saison régulière. Mais voilà, c'était la petite annonce en plus que je voulais vous faire. Et c'est pas tout. Il y aura aussi un code pro. J'ai l'impression d'être un influenceur parce que là je vous l'annonce, il y a un code promo les Outsiders sur le MLR Shop. Voilà, pour avoir 10%. Mais pareil, on vous mettra toutes les infos en story sur Instagram, sur Twitter, etc. Mais voilà, la MLR nous récompense de notre travail et va vous récompenser aussi de votre assiduité à suivre l'émission. Voilà, c'était la très très belle nouvelle, la très très belle info. Donc un beau maillot de MLR à gagner, c'est quand même plutôt cool. On en rediscutera la semaine prochaine avec ceux qui seront là et on verra lequel on choisirait ou non. On va finir par faire un top tier des maillots de MLR. Ça peut être très sympa. Merci encore à vous deux, je vous embête pas plus longtemps. Merci Gwen, merci Pierre, bon train. Merci à toi. À toi mon Pierrot, rentre Ouais. bien. Faut pas que je loupe là. Oui, il est l'heure d'y aller. Je dois prendre mes enfants. Ça peut être embêtant. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Puis vous en avez l'habitude, on part avec l'hymne américain. À très vite, mon ami. Bisous à tous les auditeurs. Adieu, je file.